Le 9 décembre 1942 a eu lieu la rafle des Juifs de Tunis et hier à Paris s'est déroulée une cérémonie au mémorial de la Shoah à Paris. Donc pour parler de cette cérémonie et surtout de cette rafle des Juifs de Tunis, nous sommes ce matin très heureux d'être en ligne avec Claire Rubinstein. Claire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, spécialiste, on va dire, des Juifs de Tunisie. Alors, le 9 décembre 1942, c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien, en fait, qu'on connaît peu. Il y a eu la rafle des Juifs de Tunisie. Alors, expliquez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, écoutez, il faut commencer un tout petit peu avant. Déjà, lors de l'atterrissage à El Aouna des troupes de l'Axe, on a une occupation allemande de la Tunisie qui retarde un tout petit peu le débarquement des Alliés. Les Alliés auraient pu libérer tout de suite la Tunisie, mais cela a été retardé et les chefs des unités d'armée françaises qui étaient stationnés en Tunisie ont laissé faire car ils ne voulaient pas enfreindre les ordres plutôt du gouvernement de Vichy, si bien que la Tunisie est occupée par les troupes allemandes dirigées par le général Nering. Alors, comment se traduit cette occupation pour les Juifs de Tunisie ? Alors, pour les Juifs de Tunisie, initialement, on a déjà, dès le 23 novembre, une première arrestation de Moïse Borgel, qui est président du comité d'administration de la communauté israélite, et de Félix Samama, qui était ancien président lui aussi de la communauté israélite. Ils sont conduits à la prison militaire de Tunis, mais ils seront libérés un peu plus tard. Donc, si vous voulez, c'est le premier avertissement, en fait. Alors, le 6 décembre 1942, donc 3 jours avant cette fameuse rafle dont nous avons fait la commémoration hier, le haut commandement allemand fait connaître les nouvelles mesures auxquelles il entend vraiment soumettre la population juive, uniquement de la capitale. Donc, de nouveau, M. Borgel, président du comité d'administration, le grand rabbin de Tunisie, aussi, Haïm Belaïch, qui est âgé, qui a 70 ans à l'époque, mais 70 ans, c'est beaucoup. On le considère un petit peu comme un vieillard déjà à ce moment-là, comme le doyen. Il se voit signifier par le colonel Walterhoff l'ordre suivant, c'est-à-dire avec le consentement, voilà, c'est le texte lui-même, par ordre du colonel général von Nering, qui est commandant en chef des forces armées de l'Axe, avec le consentement de son Altesse le B, et l'amiral Esteva a été mis au courant, le comité d'administration de la communauté israélite est dissous. Donc l'ancien comité est dissous, on va donc il n'y a plus de direction, on va dire, de direction juive à Tunis. Okay. Par contre, il demande un nouveau comité qui va être présidé par le grand rabbin et qui doit remplacer sans délai l'ancien comité. Et la liste complète doit être présentée à la commandante Tour le jour même à 17h. Donc des ordres très stricts. La liste du nouveau comité. La liste du nouveau comité de 9 membres qui doit être déterminée par Borgel et Haïm Belaïch. Alors, ce qu'il demande, c'est que ce comité se mettra tout de suite le lendemain, donc à 8h du matin. Il se mettra au travail pour faire quoi? Pour donner une liste de 2000 juifs qui pourront être utilisés comme travailleurs au service de l'Axe. Donc en fait, il demande au comité juif, au comité de la communauté juive de Tunis, une liste, un recensement en fait des juifs de Tunis. Non, pas des travailleurs. Ils veulent des travailleurs pour travailler pour eux, pour les forces occupantes, et il précise bien que ces travailleurs seront nourris par la communauté, habillés, ravitaillés, outillés par la communauté juive. Donc, si vous voulez, une force de travail doit être mise à la disposition de l'Axe pour un travail obligatoire. Alors, pour le lendemain matin. Du jour au lendemain. 2000 personnes du jour au lendemain capables de se mettre au travail et d'accepter de travailler
pour le colonel SS, c'est extrêmement dur. Bien sûr. Alors, on lui répond, si vous ne le faites pas tout de suite, on raflera nous-mêmes jusqu'à 10 000 juifs. Ah oui. Bon, donc c'est un ultimatum qui est extrêmement difficile à contenter en moins de 24 heures. Alors, que font les autorités juives, Moïse Borgel et son comité? Ils se retournent vers la résidence générale, avec l'amiral Esteva, et en lui demandant d'intervenir auprès des autorités allemandes pour avoir au moins un délai. L'amiral Esteva leur dit, soumettez-vous aux ordres, c'est un ennemi tout-puissant qui va décider donc du sort des Juifs, en quelque sorte, voilà la teneur de ses propos, et il demande simplement, il leur dit, je peux peut-être arriver à obtenir un plus long délai. Donc on est dimanche 6 décembre, et il obtient un délai donc pour le lendemain, non pas à 8 heures du matin, mais à 20 heures. Un peu plus de temps, quoi, quelques heures en plus. Voilà, un tout petit peu plus de temps, mais comment arriver à trouver, non plus maintenant 2000, mais 3000 travailleurs. Le chiffre a augmenté aussi. Les exigences ont augmenté, celles de la commandanture, et c'est extrêmement difficile. Donc, 3000 hommes équipés de pelles, munis de couvertures, de provisions, etc., tout cela est extrêmement difficile. C'est pratiquement impossible. Mais c'est pratiquement impossible. Donc, le comité va demander des volontaires. D'accord. Et il va offrir même une solde de 200 francs de l'époque par jour pour ceux qui voudraient travailler de manière volontaire. Bon, alors, le 9 décembre au matin, on compte les volontaires et on n'en a que 125. Ah oui. Donc, 125 par rapport à 3000, qui était l'exigence initiale des troupes d'occupation allemandes, vous comprenez que c'est extrêmement difficile. Alors, qui dirige toute cette exigence? C'est le colonel SS Walter Rauff. Et Walter Rauff, c'est celui qui a mis au point les camions à gaz, les premières machines de tuerie de juifs. Non, c'était les ancêtres, si vous voulez, de la chambre à gaz. Alors, donc, c'est un homme extrêmement cruel qui avait eu une mission auparavant. Il avait eu une mission qui n'avait pas abouti d'exterminer les Juifs du bassin méditerranéen Est. Et avec les troupes de Libye qui subissent une défaite, les troupes allemandes, il va être envoyé à Tunis. Et là, sa mission continue, extermination des Juifs. Donc, il éclate de colère quand il voit ce contingent squelettique, ce contingent tout à fait misérable, 125 par rapport aux 3000 demandés. Il se rend alors à la grande synagogue de l'avenue de Paris. Il entoure absolument tout le bâtiment par les troupes de l'Axe, donc des troupes allemandes. Et il arrive à l'intérieur de l'édifice. Il fait sortir tous les fidèles qui étaient à la synagogue et à ce même moment-là. le rabbin de la synagogue. Il jette les vieillards, les infirmes, les enfants, bref. Il leur crie des injures épouvantables, pourceaux, chiens, hommes sans parole, etc. Ce que vous avez fait est un acte de sabotage envers l'armée allemande. Donc il est très en colère. Très, très en colère. Et il dit au grand rabbin, il dit la chose suivante, vous allez voir comment nous, les SS, nous saurons mater les Juifs. Donc c'est un contexte très, très dur. Comment sortir de là, de ce début de rafle, si vous voulez, à l'intérieur de la synagogue. Et à ce moment-là apparaît un personnage qui s'appelle Paul Guez, qui est de Sousse, qui a une très très belle carrière militaire au service de la France, et qui demande la chose suivante: rassemblons les hommes et essayons de gagner du temps. Alors, les Allemands, de l'autre côté, vont continuer toute la journée. Il y aura des rafles de Juifs, et ils ne feront aucune distinction entre les jeunes, les vieux, les malades, les handicapés. C'est-à-dire que la rafle, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'ils rentrent dans les... Ils ont la liste des Juifs où ils habitent et ils rentrent dans les maisons?
Il va y avoir deux points Oui. pour cette rafle. Ils vont donc se réunir. Il va y avoir une rafle donc dans la synagogue et puis au siège de l'Alliance israélite. C'est ces 2 points importants. D'accord. Et ce qu'ils vont faire à ce moment-là, ce que va faire la communauté pour réagir avec Moïse Borgel et Paul Guez, ils se disent il faut faire très très vite et on va décider, la communauté juive décide d'appeler au travail les juifs de toute nationalité entre 18 et 27 ans. Et il y a une affiche que nous avons naturellement, cette affiche est portée directement à la connaissance de la communauté juive et elle invite tous les individus de sexe masculin à venir s'enregistrer au bureau de recrutement de la communauté israélite, faut faire donc ça, dans les locaux de l'Alliance. Il faut faire ça très rapidement. Il faut faire ça très vite. Ouais. Et on leur demande d'apporter une couverture, des chaussures, un imperméable, parce que ils vont être au service de l'Allemagne. D'accord. On va faire très vite. Donc, on va très, devoir très terminer. Bon, alors, combien de Juifs ont été raflés à ce moment-là alors? À ce moment-là, on va avoir donc un nombre qui est important de volontaires. D'accord. Et des rafles aveugles vont avoir lieu. Et le recrutement des travailleurs va finir par faire face à ce que les Allemands ont demandé. Et voilà, donc les responsables de la communauté s'efforcent de soustraire à la vie des camps plus tard ceux qui ont été contraints par ces demandes et vont négocier pour que les travailleurs soient renvoyés chez eux pour des raisons de maladie, etc. Donc la vie des camps va être terrible après ces rafles. Et je n'ai pas parlé des otages, évidemment, qui étaient, si vous voulez, les otages juifs étaient à la disposition des Allemands si jamais les chiffres n'étaient pas tous les jours renouvelés. Donc il y a eu... Ils étaient pris au piège, en fait. Oui, il y a eu un premier mort, c'est le soldat, enfin l'arrêté Mazouz, le jeune Mazouz qui avait une vingtaine d'années, qui était malheureusement handicapé, et comme il ne voulait pas faire cette marche nocturne dans la boue, il est assassiné. C'est la première victime parmi les Juifs enrôlés de cette façon-là, de force, par les Allemands. Et hier, donc, a eu lieu... il va y en avoir plusieurs après. Et il y a eu lieu, donc, hier, une cérémonie au mémorial de la Shoah. C'est la première fois que cette cérémonie a eu lieu? Non, il y a déjà plus de... D'accord. De très, très, très nombreuses années. Ça avait commencé déjà en Tunisie, cette commémoration, et elle est faite tous les ans au mémorial de la Shoah, en présence de très nombreuses personnalités civiles, militaires et religieuses. Et donc le grand rabbin de France, Chaim Corsia, a pris la parole après Claude Nataf, qui a décrit dans les moindres détails toutes les arrestations. Et il a évoqué, justement, le grand rabbin a évoqué, je termine rapidement, le rôle de la mémoire, ne pas oublier, Zahor, se rappeler, et c'était la phrase prononcée déjà par le président Jacques Chirac. Ensuite, Serge Klarsfeld a expliqué les souffrances de ces juifs nord-africains, en particulier de ces juifs de Tunisie, et de Libye. Il associe aussi la Libye à cette commémoration, où les pogroms avaient été déclenchés par les troupes nazies. Et donc une très grande quantité de personnes étaient là, avec des chants, avec des chœurs de la synagogue du Faux. Enfin, ça a été rempli d'émotions, et c'était aussi en même temps un avertissement contre l'antisémitisme, les actes antisémites en tout cas, qui ressurgit en France. Voilà. Et Claude Nataf a dit que c'était justement une atteinte aux valeurs de la République française. Donc une très très belle cérémonie, à caractère commémoratif, mais en même temps une prise de conscience de la situation actuelle
en France aujourd'hui. Très bien, Claire. Merci beaucoup de nous avoir rappelé cette partie de l'histoire, en tout cas, de l'histoire Oui, ça des n'était Juifs de Tunisie. pas suffisant, ça n'était On pas pourra le faire à une autre occasion, bien exhaustif, entendu. mais voilà. Merci beaucoup, Claire. Merci. Bonne journée à Au vous. revoir. À bientôt. Merci.